Bonjour Julie, bonjour à tous et bienvenue pour ce 35e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane, tu as l'air autant que moi bien frais et dispo pour reprendre Arrêt Caméra de plus belle. Ah oui, il faut savoir que ça fait un tout petit peu plus d'une semaine qu'on est rentré de vacances depuis Taïwan. Oui, et le précédent épisode, le 34e, il date de quoi, d'il y a un mois à peu près ? Quasiment, effectivement, c'était sorti le jour où on est parti, donc le 1er mars, donc ça va faire presque un mois vu que l'épisode devrait sortir le 25 mars. Effectivement, on était un peu décalé avec le décalage horaire, mais finalement on sort bien un épisode à peine une semaine après, donc notre retour de vacances, donc on a vu des films en accéléré. On peut pas dire qu'on est chômé, effectivement, Morgane. Et d'ailleurs, à propos de pas avoir chômé, avant de parler du sommaire des films, parce que bon, vous en doutez, avec nos congés, le fait d'avoir vu des films, on n'a pas eu spécialement le temps de préparer un sujet qui fâche. Faut dire aussi qu'il n'y a pas spécialement en ce moment, Morgane. Non, il n'y a pas d'actu. Alors, il y a eu les Oscars pendant qu'on était à Taïwan, mais on va pas refaire un épisode sur comment on avait fait pour les Césars. Oui, et puis il n'y a même pas eu de surprise concernant les Oscars. Enfin, Pour moi, c'est un non-événement parce que dans ma tête, je suis déjà passée à autre chose. Donc... Non, mais c'est ça, en fait. Enfin, on a l'impression que c'est de pire en pire chaque année, on va dire. On sait plus ou moins qui va gagner quand on a vu en fait comme on l'avait dit dans notre épisode sur les différentes la saison des prix, voilà, c'est ça que j'avais dit comme terme. Donc à force d'avoir des cérémonies de prix en fait, on se doute qui va gagner. Alors des fois il y a des surprises, hein, mais c'est de moins en moins le cas, quoi. L'année dernière c'était Everything Everywhere All at Once, le film avait gagné quasiment tout. Et là, Nolan, ça faisait un bout de temps qu'il gagnait quasiment tous les prix. Donc, on se doutait que le film allait gagner. Il n'y avait que les irréductibles gaulois, comme on dit, qui pensaient encore qu'Anatomie d'une chute allait repartir avec la statuette du meilleur film. Mais déjà, le prix du meilleur scénario, c'est original. Oui, et puis c'est très bien. Et voilà, c'est pas grave. Je sais pas toi, Morgane, mais moi, je suis... assez enthousiaste que cette saison des prix soit enfin derrière nous. Enfin, on va parler d'autre chose que de récompenses. Enfin, on va parler d'autre chose que de people et d'acteurs sur les tapis rouges, dont, à titre personnel, je n'en ai rien à faire parce qu'il n'y a rien de plus éloigné que ça du cinéma, finalement. Et pas que sur les tapis rouges, en plus, on a... parce que les acteurs font tous des photoshoots, etc., des photos pour des magazines. Des non-événements à chaque fois. Et en fait, oui, on a la même tête pendant 6 mois, au bout d'un moment, on en a marre. Alors, je sais pas contre Swan Larlo ou Barry Keoghan. Non, mais ça fait, Morgane, qu'on parle tous les jours absolument des mêmes films, sans parler du reste. Voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'Arrêt Caméra, là, c'est pour parler des films qui sortent en dehors de ce qui... Dont personne ne parle, mais au moins on en parlera ici. Ça dépend les épisodes, mais effectivement, là, dans cet épisode, il y aura un ou deux films peut-être qui aura moins retenu l'attention des gens. Avant d'aborder le sommaire, du coup, parce qu'on a fait un petit détour, Morgane, je voulais parler du fait que si vous désabonnez de Spotify et que vous ne voulez plus nous écouter dessus ou que vous nous écoutez sur Apple Podcast et la même, sachez que désormais Arrêt Caméra est enfin disponible sur YouTube. Donc la chaîne YouTube d'Arrêt Caméra existe. Il n'y a pas nos têtes, il y a juste le logo. C'est que de l'audio, mais... Voilà, c'est que de l'audio. C'est une chaîne YouTube podcast. Pour le moment, on ne fait pas de vidéo parce que on n'a pas le temps. Ouais, puis en vrai... on n'a pas forcément le setup et moi Qu'est-ce qu'on va filmer ? Qu'est-ce qu'on filmerait plutôt ? Ouais, puis ça veut dire un plan fixe pendant 2h30. Je sais pas, il y a peut-être plus passionnant que ça. Oui, et puis si je me gratte le nez, j'ai pas spécialement envie qu'on le voit. Là, au moins, personne ne le saura. Sur ce, le sommaire de cet épisode, donc comme je le disais, il y a des films pas forcément connus. Il y en a aussi du connu, mais en tout cas, alors on a pas mal tergiversé. On vous avoue tout, ça s'est joué... Il y avait un peu du hasard, en fait. Oui, aussi. il y a eu du hasard. Non, mais c'est vrai, il y a eu du hasard en fonction des retours, en fonction de nos envies aussi, principalement, Morgane. Mais jusqu'à dimanche, on n'avait pas le programme terminé, puisque, en fait, il y a un documentaire qu'on voulait voir, on va le dire, hein,
c'est le nouveau Nicolas Philibert, Averroès et Rosa Parks, qui est une sorte de suite de Sur la demande, dont on avait chroniqué qu'on avait chroniqué l'année dernière. Mais le film et adoré aussi. Oui, beaucoup aimé. Et le film avait duré celui-là dure 2h30. Et effectivement, en termes d'emploi du temps, ça collait pas trop avec. On l'a vu dimanche, l'autre film. Donc c'est Une famille de Christine Angot. Et qui dure 1h20 en fait. Et voilà. Mais c'est pas grave, parce que on va l'expliquer pourquoi, mais c'est pas grave. C'est aussi un documentaire. Donc on a remplacé un documentaire français par un autre. Même chose sur, on va dire, le volet, accidentellement, sur le volet LGBT, puisqu'on a vu un film LGBT Blue Summer, alors qu'on était parti pour voir un autre film LGBT, celui de Terence Davies, Les carnets de Siegfried. Et au final, on ne l'a pas vu, tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé de salle dans laquelle notre abonnement cinéma rentre. Donc, oui, voilà. C'était raté pour nous. Dans les MK2 et on est chez Pathé, nous. Donc voilà. Malheureusement, le film est passé 2 semaines, je crois, dans quelques salles liées à Pathé. Et 2 semaines, ça suffit pour le voir mourir à petit feu. Et effectivement, il y a beaucoup de films qui sortent. Et beaucoup d'arrêts essais en ce moment. Ouais, voilà, et qui se bouffent pas mal parce que c'est beaucoup de films d'arrêts essais. Donc c'est un peu paradoxal parce que du coup, il n'y a pas vraiment de films qui marchent. Mais du coup, voilà. Et il y a beaucoup de du coup aussi. Ouais, du coup. Le seul finalement, les 2 seuls que nous avions prévus, Morgane, qui seront effectivement au programme, c'est The Sweet East et le fameux incontournable Ferrari de Michael Mann. C'est presque le seul gros film de l'épisode pour la section VOD qui fait son retour après un épisode où elle n'était pas présente. Peut-être 2 même, je sais plus si la fois d'avant il n'y avait pas d'épisode. Je crois que oui, il n'y avait pas de film SVOD depuis un petit bout de temps. C'était un petit peu morne pleine. En attendant, Ferrari a beau être le plus gros film de ce 35e épisode de Arrêt Caméra, il vous faudra patienter jusqu'au bout pour écouter notre chronique dessus, puisque la section VOD, SVOD est toujours à la fin de nos épisodes. On va donc démarrer avec le film The Sweet East. Premier long métrage du chef opérateur archi-talentueux Sean Price Williams, notamment pour le compte des frères Safdie et Alex Ross Perry. Je crois que c'était Good Times et le film d'Alex Ross Perry, ça devait être Earthmell. The Sweet East a fait une première remarquée l'année dernière au Festival de Cannes à la quinzaine des cinéastes. Il réunit le gratin du cinéma indépendant américain, entre autres l'actrice principale Talia Ryder qui monte. Elle a été découverte en 2020 dans Never, Rarely, Sometimes, Always qui avait été présentée à Berlin. Simon Rex vu dans Red Rocket, notamment à Cannes il y a 2 ans je crois. Jacob Elordi, dont on ne présente plus la personne maintenant, ou encore Ayo Edebiri qui avait joué dans je n'ai plus le nom, le film qu'on avait chroniqué pour... C'était pas Bottoms ? Bottoms, merci, pour Arrêt Caméra, et puis qui est dans la série avec... c'est The Bear, voilà. Donc tous les ingrédients du film hype est cool, mais est-ce vraiment le cas? Verdict après le résumé de Julie. Oui, alors c'est l'histoire de Liliane, une étudiante de Caroline du Sud qui fait un voyage de classe à Washington et qui par accident se retrouve embarquée telle, je pense on peut le dire, une Alice au pays des merveilles des temps modernes dans un voyage itinérant à travers l'Amérique où elle rencontrera des anarchistes, des extrêmes droitistes, des islamistes, bref tout un tas de East. Ouais, The Sweet East. C'est pour ça. Tu avais fait exprès, Julie ? Non, pas du tout. C'est un pur assez hasard. Marrant. Tu as bien résumé le film. Effectivement, tu parles de Alice au Pays des Merveilles. En fait, le film prend les atours d'un conte. Je dis Alice au Pays des Merveilles, Morgane, parce que, pardon, désolé de te couper dans ton lancée, mais il y a un côté vraiment le terrier du lapin à chaque fois dans chacune de ces épopées différentes. Enfin, j'ai même envie de parler de chapitres parce que c'est marrant d'ailleurs, il y a cette tendance, on avait parlé il y a quelques temps, Morgane, de mettre des chapitres dans des films. Et là, je trouve que le The Sweet East est chapitré, mais il n'y a pas ce côté, on annonce des chapitres à chaque fois.
Enfin, je dis une bêtise, si c'est annoncé. Ah bah si, c'est annoncé. Et avec si c'est annoncé, avec tu vois, j'ai dit une bêtise. Dans ma tête, ça m'était sorti, ouais. Ouais, avec une phrase qui va être dite dans la partie, justement, à laquelle ça correspond. Mais je pense que ça passe... J'ai tellement aimé le film que... Oui, voilà, c'est ça. Généralement, ça te saoule. C'est vrai. Et là, oui, ça passe crème, on va dire, si on peut se permettre l'expression. Parce que je pense aussi que le film, donc, qui est sous la forme d'un conte, je trouve que ça s'y prête bien, du coup. Le côté un peu chapitré et presque un peu poétique, parce qu'en fait, le nom du chapitre, c'est une phrase, en fait. Et donc, du coup, il y a une espèce de forme un peu poétique à ce niveau-là. Et donc le film, en fait, c'est un peu une sorte de conte de l'Amérique moderne, l'Amérique post-Trump, on va dire, effectivement, parce qu'on croise des néo-nazis. Tu les as déjà cités, mais bon, les extrêmes droitistes, c'est littéralement des néo-nazis. Les anarchistes, pardon, ce sont des militants d'extrême gauche. Les islamistes, oui, effectivement, ça correspond un peu à ce qu'on peut se donner comme idée des terroristes islamistes qui ont frappé l'Amérique à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est un peu une espèce de cocon un peu chaotique, mais qui fonctionne parce que il reste toujours calé sur le personnage principal qui s'appelle Liliane, mais qui dans le film joue de son identité. D'ailleurs, est-ce qu'elle s'appelle Liliane au fond? Bon, si, on voit à la fin que quand elle retrouve sa famille, on l'appelle Liliane, mais pendant tout le film, pendant une bonne partie du film... Est-ce qu'elle appelait Annabelle? Ouais, il y a une espèce de trouble. Alors oui, c'est Annabelle, mais il y a un moment, je crois que c'est un autre nom encore. Oui. Et, elle change constamment d'identité, oui. Et même de pensée. De personnalité. Oui, de personnalité. En fait, Liliane, on va l'appeler Liliane par commodité, vu que c'est son prénom, se crée comme une personnalité composite entre ce qu'elle est réellement, ses fantasmes, mais aussi une partie de ce qu'on lui a raconté. C'est-à-dire qu'elle se sert de... c'est assez manifeste quand elle va voir les néo-nazis. Elle se sert de ce qu'on lui a raconté, de ce qu'un personnage de passage lui a raconté auparavant dans son discours pour s'exprimer auprès de personnages qui sont effectivement à un niveau politique sur le spectre complètement opposé. En fait, quand je dis elle se sert, c'est littéralement en fait, elle se crée un background, une histoire, un passé, qui est en fait celui du personnage qu'elle a croisé avant, et qu'elle mêle en fait à son propre histoire. Voilà. C'est juste pour clarifier, Julie. Non, c'est vrai. Et tu avais fini, excuse-moi. Oui, pardon. Non, mais pour continuer juste sur les profils qu'on croise, il y a une chose que j'ai énormément appréciée de mon côté, c'est que quand même, je veux dire, dans The Sweet East, l'Amérique telle qu'elle est montrée, elle est complètement barjo. Je veux dire, ça fait très peur en fait par rapport aux États-Unis. Alors c'est une vision des États-Unis, comme il y en a d'autres. Même si elle est complètement loufoque, voire folle, et aussi quelque part extrêmement dangereuse, mais pas que dans la démesure ou dans les idées, mais dans leurs applications, parce que à chaque fois, en fait, dans chaque groupe qui est montré par le réalisateur, ce dont il parle, hormis pour le passage où Liliane se retrouve par accident être actrice dans un film, hormis pour ce passage-là, finalement, ce sont des groupes dans lesquels pointe une espèce de violence qui se manifeste par, en dehors du discours, par le physique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent taper, qui veulent tuer, voire massacrer. Il y a quelque chose qui vraiment est effrayant dans le film. Et moi, je m'attendais à ce que The Sweet East soit glauque, parce que en fait, à chaque nouveau groupe que Liliane affronte, on se dit mais c'est pas possible, il va lui arriver quelque chose. Elle va finir 6 pieds sous terre, on va l'enterrer dans un cercueil. Là, elle est enfermée dans une espèce de cabane. Bon, on la reverra jamais. À chaque fois, on se dit elle va disparaître et puis sa famille ne la retrouvera jamais, parce que tout au long de The Sweet East, sa famille la cherche. Et en fait, non, elle s'en sort toujours avec une espèce de malice qui est encore une fois la propre au conte, au merveilleux du conte, et ça fonctionne très bien en fait, parce que voilà, tous ces méchants, il y a un côté grand méchant loup, il y a là on est, comme je dis, le conte, à chapeau rouge, effectivement. Voilà, c'est exactement ça. Pour moi, on est dans tous ces trucs-là, quoi. Dans des contes d'enfance, mais avec finalement des personnages qui sont assez réels, et c'est ce qui rajoute une couche à la brutalité de ce qu'on voit.
Oui, mais c'est ça qui est marrant, c'est que les personnages sont loufoques, absurdes et un peu flippants, effectivement. Mais il y a un truc quand même qu'il arrive à faire, Sean Price Williams, c'est qu'ils sont jamais totalement horribles. Ou alors il y a toujours. Enfin, Dans le sens où en fait ils sont jamais totalement manichéens. Ce ne sont pas des personnages fonctions. Alors nous on en parle en les désignant par leur idéologie, mais on les réduit en faisant ça parce que ce ne sont pas que des islamistes, que des nazis, que des gauchistes. On va dire. Par exemple, l'exemple typique, on va dire celui qui est le plus probant, c'est le personnage avec qui elle va nouer une relation un peu étrange, avec donc qui est un personnage de néo-nazi, mais qui est prof, je crois, d'histoire peut-être, parce qu'il a l'air assez calé sur, ou peut-être de littérature, parce qu'il est calé sur Poe. Littérature comparée, ce genre de choses. Il est très calé sur Edgar Allan Poe, c'est un fan d'Edgar Allan Poe, et qui est joué par d'ailleurs Simon Rex, et qui en fait est une espèce de type qui ne vit pas dans son époque, qui refuse de vivre dans son époque, qui vit dans une maison un peu à l'écart sur le long d'une rivière, le Delaware, et qui n'a qu'un ordi, visiblement il n'a pas de téléphone, j'ai l'impression, en tout cas on n'en entend pas parler. En fait il est un petit peu paranoïaque. Oui, il est un peu complotiste, paranoïaque. Et il est très fortuné d'ailleurs, enfin, on comprend qu'il vient d'une famille riche et que lui-même, je pense vis-à-vis de son boulot à la fac, il doit assez bien gagner sa vie. Et mais il est montré comme un personnage assez, avec qui on peut vivre, puisqu'il est plutôt, malgré ses, comment dire, son côté un peu paranoïaque, il a l'air assez sympathique, mais il y a des moments où on nous rappelle que c'est quand même un néo-nazi et que, par exemple, l'exemple le plus probant, c'est que quand ils vont manger un diner, il y a une serveuse noire qui leur sert un truc à boire et lui, il s'empresse de nettoyer le verre. Enfin, c'est un geste horrible parce que voilà, c'est purement raciste, mais à côté, effectivement, c'est un personnage très droit alors qu'il pourrait être dans une situation où il pourrait profiter du personnage de Liliane, puisqu'elle n'a pas de téléphone non plus d'ailleurs. Oui, en fait, elle se présente à lui comme étant une femme donc jeune. Elle a 2 fois moins que son âge. Lui, il a... Au moins, peut-être un peu plus. Voire plus. Enfin, je veux dire, il a 45, 50 ans. Elle en a grand maximum 20. Enfin, plutôt 17-20, quoi. Et donc, elle se présente à lui jeune, sans défense, sans famille, sans argent. Sans autre moyen de subsistance finalement que ce qu'il pourrait lui apporter. Et c'est pour ça que je disais initialement que ce sont des situations qui sont potentiellement source de violence ou brutale. Mais là, elle parvient à déjouer tout ça en le ralliant de son côté. Et au final, qu'est-ce qui se passe dans le film ? On pourrait croire en apparence et superficiellement que ce personnage, donc Lawrence, est... un homme, très fort parce qu'il est nazi, donc mentalement, il va chercher à profiter d'une femme. Un viriliste. Voilà, un viriliste. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'elle profite de sa crédulité et elle en profite pour obtenir des vêtements, des sous-vêtements, enfin, manger ce qu'elle veut pour vivre la vie comme elle entend au moment où elle l'entend. Et puis après, elle changera d'idée, mais voilà, je veux dire, elle en profite vraiment... dans un mode très carpe diem. Effectivement, puis elle le manipule en fait. Enfin, après, sans trop en dévoiler. Mais voilà, c'est assez fort en fait comment le film d'ailleurs change d'identité en même temps que le personnage de Liliane. Au départ, ça commence comme un teen movie un peu débile, mais finalement, c'est critique sur ce que c'est que les fratries, parce que en fait elle fait partie d'un groupe d'étudiants dont on comprend qu'ils font partie d'une même comment on appelle ça, une fraternité, un truc du genre, et son copain avec qui elle a une relation, en tout cas on le comprend, c'est littéralement c'est cliché du débile qui Enfin, elle, ça se voit qu'elle est beaucoup plus fine et intelligente que lui. Oui, elle est beaucoup plus mature que lui. Lui, de son côté, il a l'air de pas savoir ce qu'il veut. Il a l'air de pas savoir non plus poser les mots sur ses idées. Enfin, on comprend que, en fait, elle est avec lui, mais que très vite, elle se pose la question du fait de partir
parce que tout autour d'elle l'ennuie et qu'elle a envie de vivre autre chose. Oui, et ensuite, après, le film devient une espèce de film drame punk comme on pouvait voir dans les années 80, le cinéma anglais. Après, on passe donc à une espèce de film un peu... Même si ça a changé, il y a un côté un peu romance avec le personnage de Lawrence, mais il y a aussi au début un truc un peu thriller, parce qu'on se demande comment ça va se passer avec cet homme. Après, ça devient un film sur le film dans le film sur le milieu du cinéma, surtout le cinéma indépendant américain. Avec au passage, Morgane, une vision assez caustique sur le cinéma où, sous l'apparence de elle est repérée dans la rue et ça devient une star du jour au lendemain, en fait, c'est pour mieux profiter d'elle et éventuellement, dans le futur, dans l'optique d'obtenir d'elle une gratification sexuelle. Oui. Ce que là encore, le film essaie d'éviter, quoi. Oui, parce que c'est le personnage de Halle Berry qui est réalisatrice du film. On sait que si elle veut que Liliane, Talia c'est l'actrice, joue dans son film, c'est parce que, non pas parce qu'elle est très bonne actrice, c'est parce qu'elle est attirée sexuellement par cette personne. Voilà, elle fantasme dessus. Et la dernière partie est plus, on va dire, chez les islamistes, on est plus dans de l'ordre du survivalisme. Ouais, huis clos, littéralement plus un film d'horreur, en fait, on pourrait penser. Et encore, il y a une toute dernière, enfin, même pas, il y a encore deux parties. Il y a la partie un peu gothique, mais qui est très courte, qui se passe dans une église. C'est une église. Un monastère. Un monastère, oui, ouais. pardon. On se demande ce qu'il fait là, d'ailleurs. C'est un monastère aux États-Unis, mais ça a l'air d'être un monastère roumain ou en tout cas d'Europe de l'Est. Et ça termine sur partie beaucoup plus à la Harmony Korine, si vous voyez le cinéma de Gummo, Gummo, en tout cas ce film-là. Donc l'Amérique white trash, parce qu'on comprend en fait que Liliane est issue de cette famille. Mais ce qui est intéressant dans ce film, justement, c'est qu'il passe par tout ça. Et ça m'a fait penser à Rien à foutre avec Adèle Exarchopoulos, où en fait on comprend pourquoi le personnage est comme ça en allant dans sa famille à partir du milieu du film. Mais au moins ça dure pas 3 plombes. Voilà, mais ça durait 45 minutes de film et finalement c'était pas forcément très intéressant. On avait vite compris au bout de 5 minutes le pourquoi du comment. Alors que là, chez Prince William, ça dure littéralement 5 minutes. Et ça suffit. Oui, et c'est tant mieux. Après, sur la forme pure, The Sweet East, je peux comprendre que ça laisse quelques personnes sur le carreau. Moi, j'ai bien aimé. C'est assez chargé esthétiquement. C'est beaucoup de musique, beaucoup de bruit, beaucoup... Ouais. Mais la musique, elle est beaucoup, elle aussi protéiforme. Elle passe du jazz à la musique bruitiste. Il y a des régimes d'image, il y a comme du bruit à l'image, il y a des choses nettes, il y a du fond vert un peu dégueulasse volontairement, il y a de l'intérieur façon pellicule, c'est ça. Voilà. Il y a des gens filmés de près, des gens filmés de loin, il y a des moments plus contes, il y a des moments plus gore, trash avec des gens qui sont tués et c'est rigolo. C'est vrai. Bon, on va pas en trop en dire, mais cette scène est assez surprenante. Il y a des images qui font quasi porno, mais de manière assez soudaine et très très courte. Des images un peu de James Ivory quand elle est habillée en coquette avec le Lawrence et qui parle, même si lui il l'ennuie parce qu'il parle de ces trucs de Edgar Allan Poe, mais elle ça ne l'intéresse pas. Mais voilà, il y a vraiment un espèce de côté un peu fourre-tout dans le film. Et je trouve que vraiment ça aurait pu rater, mais ça tient parce qu'on s'attache aux personnages, même dans leurs aspects le plus pourris en fait. On se demande où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça tient aussi parce qu'on s'ennuie jamais vraiment. Alors il y a peut-être quelques instants où c'est un peu vide ou trop plein, The Sweet East, mais grosso modo, pour moi ça a été une bonne surprise. Ouais, effectivement, moi j'avais un peu peur du film, peut-être pas tellement le côté trop plein parce que je savais pas forcément que c'était comme ça le film, mais voilà, Sean Prince Williams, qui n'est pas un réalisateur avant ce film en tout cas, mais qui est devenu réalisateur avec ce film, c'est quand même un artiste qui très bon chef-op. Je pense que vous avez tous vu plus ou moins Good Times, mais les films d'Alex Ross Perry aussi, très belle image. Mais voilà, c'est du cinéma new-yorkais que beaucoup trouvent peut-être un peu trop cool et n'apprécient pas ce genre de film. Moi, j'aime bien ces films-là. Pour moi, c'est aussi un peu The Sweeties, quelque part, ce que j'attends du cinéma indé américain. C'est un nouveau ton, une originalité, une fraîcheur, des choses qui diffèrent je vais dire une chose un peu méchante, mais du biopic moyen qui va gagner un Oscar à la fin, quoi. Ouais, ou même ça, où Julie, moi je pense ce qui se fait dans l'indé et qu'on célèbre souvent, donc A24. Oui, aussi du drame social. Je suis contente de voir autre chose que ça.
Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est surtout, je pense, à 24 parce que c'est souvent maintenant ce qui prédomine dans le l'indé. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait une interview où Taylor Ryder, justement l'actrice du film, disait que A24 c'est pas du cinéma indépendant. En vrai, c'est vrai. C'est du cinéma de studio en fait, et que en fait, ce que vous croyez du cinéma indépendant, c'est pas ça. Le cinéma indépendant, c'est The Sweet East. Et voilà, c'est vraiment ça le cinéma indépendant. A24, ça véhicule une imagerie, un truc un peu standardisé. Et c'est vrai. Bien, on tient peut-être notre prochain sujet qui fâche Morgane. Merci Taylor Ryder. Mais non, mais c'est vrai que c'est ça qui est génial dans ce film, c'est que ça va en compte même d'une certaine esthétique qui a commencé, enfin pas a commencé, pardon, a fini par nous prendre la tête. Enfin moi personnellement, l'esthétique post-Instagram, Tumblr des films comme Past Lives ou désolé. Même Dream Scenario, il y avait un peu de ça, et j'aime beaucoup Nicolas Cage, mais il y avait un peu de ça. Mais c'était pas le pire. Ouais, et encore, mais il y avait de ça. Et encore, pour moi, ça ressemble peut-être un peu plus à du cinéma à Ari Aster. Qui a non, quand même... mais tu vois, pour parler d'horreur, Morgane, à ce niveau, La Main, pour moi, c'est de l'imagerie un peu Instagram et tout, quoi. Ouais, c'est de l'elevated horror, donc je sais pas trop. Bah, si, mais je pensais plus à... Bon, désolé, je sais que tu as aimé le film, mais All of Us Strangers, tu vois, cette esthétique un peu trop de pureté, tu vois, finalement, alors que et on perd un peu la granularité, pardon, ou le côté un peu, justement, main dans le cambouis, et aussi qui va heurter, qui va choquer, qui va avoir une identité qui est vraiment à l'encontre d'une esthétique dominante. Et là, c'est ça, The Sweetest, et c'est vachement bien. Je trouve que le film est peut-être le meilleur film américain depuis un petit bout de temps. Ouais. Mais c'est aussi ça, je trouve, Morgane, dans The Sweetest, au niveau du fond du propos, parce que je vois pas comment un film A24 aurait pu montrer comme ça d'un côté des anarchistes et d'un autre des néo-nazis, et ne pas qu'en faire des personnages fonction. Je dis ça parce que souvent c'est aussi ce qui me pose problème. Bon, j'ai pas commencé à tenir un discours, on va dire, un peu idéologique, mais quand même, en fait, dans beaucoup de films américains, quand il est question d'appuyer dans une tendance ou dans une autre, on se retrouve avec des personnages fonction et qui ne sont plus des psychologies. On n'a plus de caractères, en fait, qui sont esquissés. Et là, j'ai retrouvé ça, en fait. J'ai retrouvé vraiment des personnages qui sont écrits de A à Z. C'est-à-dire que c'est pas juste des anarchistes, c'est pas juste des nazis, c'est pas juste des islamistes. Ce sont aussi des gens qui aiment de la musique. Ce sont aussi des gens qui sont maniérés. Ce sont des gens qui font n'importe quoi et se servent dans des poubelles. Bref, ils font tous plein de trucs, en fait. Et ça a l'air complètement anodin, ce que je dis là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans The Sweetest, ce qui montre le risque, en fait, c'est qu'un film comme ça, si il avait été exposé de manière, on va dire, dans des circuits bien plus mainstream que ce qu'il est à l'heure actuelle, parce que bon, rien qu'en France, il passe pas dans énormément de salles, on va pas se leurrer. Ah non, une vingtaine de salles, peut-être une trentaine, je ne sais pas, mais pas plus, quoi. Je peux pas m'empêcher de me dire que s'il était passé dans des circuits plus gros, il y aurait eu des polémiques, parce que les gens se seraient dit, il renvoie des groupes dos à dos, alors que c'est pas le cas. Mais je crois que c'est aussi ça le problème des films A24 par extension, c'est que ce sont des films qui, jusqu'à preuve du contraire, et j'en apprécie certains, encore une fois, tu l'as abordé, Morgane, à l'instant, c'est qu'il y a des chocs de simplification pour reprendre certains termes de politique, mais c'est transposable au cinéma. Vraiment des chocs de simplification, c'est-à-dire qu'on rend les films le plus simples possible pour qu'ils soient facile à digérer. Et je trouve que The Sweetest est tout sauf facile à digérer. Non, c'est un film qui embrasse complètement le chaos qui est l'Amérique actuelle et rien que pour ça, pour moi, c'est une vraie réussite. C'est un film sur l'Amérique actuelle. Je trouve que c'est peut-être le meilleur qui a été fait. Et un film, on dit ça, ça reste un film cohérent. C'est pas du tout un film où je peux me dire, le réalisateur, ce qu'il nous montre, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Où est-ce qu'il veut aller? Il est un peu à la limite. Non, on peut pas dire ça. Enfin, la ligne du film est absolument claire, malgré le chaos qu'il embrasse. En fait, il appuie des curseurs sur certains trucs, mais en vrai, tu sais que la tension permanente qu'il y a dans le film, elle est palpable, elle est réelle, et la scène de fin du film pourrait, déjà fait écho grandement à tu sais, quand ils sont pris
pas la Maison Blanche, mais Oui, la prise du Capitole. la prise du Capitole. Merci Julie. C'est vrai. Voilà, évoque ça et puis enfin il y a le film qui sort de Alex Garland bientôt, c'est Civil War. Enfin voilà, ça fait écho à tout ça et voilà, c'est pas étonnant quoi en tout cas. Mais bravo Sean Price Williams, très bon premier film. Hâte de voir la suite. On passe au film suivant avec Blue Summer. Encore un film qui passe dans peu de salles, sélectionné à la quinzaine des cinéastes de Cannes et projeté au Festival international de Busan en Corée du Sud. Blue Summer, entre parenthèses A Song Sung Blue, est le premier film d'une jeune réalisatrice chinoise de 27 ans à peine, Xian Gang. Peu de choses à dire dessus, si ce n'est qu'elle compte déjà à son actif 2 courts-métrages, Green Screen et A Ray of Sunshine, comme ça vous connaissez les noms si ça vous intéresse d'aller chercher plus loin, plus sa passion, de ce que j'ai compris en lisant des interviews en diagonale ici et là, de l'adolescence dont elle voulait parler dans Blue Summer, car c'est une période qui la fascine. On y revient dessus juste après ton résumé, Morgan. Bien sûr, Julie. Alors, Xian se souviendra toujours de l'été de ses 15 ans. Lorsque sa mère, médecin, part en mission en Afrique, elle se retrouve sous la garde de son père, un photographe libre d'esprit. Il tient un petit studio de photos dont l'ambiance kitsch et glamour exaspère la solitaire Xian. Elle y fait la rencontre de la fille de sa compagne, Ming Mei, une jeune femme d'origine coréenne, libre et séduisante qui la fascine. Cet été marque la fin de son adolescence et le début de ses désirs troublants d'adolescence. Alors ici, il y a bien une chose à propos de laquelle Blue Summer ressort, Morgan, je trouve, c'est sa photo. Enfin, forcément, par rapport au titre, Blue Summer, Enfin, je sais pas si le titre est bien choisi, mais en tout cas, quand on lit ne serait-ce que Blue dans le titre et qu'on voit le film, c'est un film qui est axé sur le bleu comme l'été, même si les deux n'ont absolument rien à voir. 3 couleurs bleues de Kieslowski. mais forcément, oui. J'y ai pensé parce qu'il y a plein de films bleus, oui. Mais enfin, moi, quand on me parle du bleu, je pense forcément à un film polonais. Qu'est-ce que tu dis ? Il y a Hit aussi de Michael Mann, mais c'est plus proche de ce qu'a fait Kieslowski que Michael Mann. C'est pas le même bleu, quoi. Non, pas du tout. Le bleu de Michael Mann, c'est un bleu très froid et argenté, alors que chez dans Blue Summer, ça ressemble plus au bleu très chaleureux de Kieslowski. Il y a quelque chose de feutré, mais après, comme je disais, Blue Summer n'a absolument rien à voir avec on va dire la mélancolie et la dépression que j'adore au demeurant de Kieslowski. Non, on est plus dans quelque chose de proche de Sofia Coppola, ce qui m'a pas mal intriguée. Donc l'attachement aux affres, mais pas que, à la mélancolie, à la nostalgie de l'adolescence. Donc ça passe pas mal par des gros plans sur le personnage principal. Alors ça s'écrit Xian, comment ça se prononce, Morgan ? En fait c'est Luke Xian, ouais, mais on peut l'appeler Xian. Ouais. C'est Xian. Je vais dire enfin non, Xian, c'est Xian. Xian. Oui, pardon. Bon bah parfait, ça me va, parce que tu t'y connais plus en chinois que moi. Oui, voilà, on pourra peut-être me dire que c'est pas ça, mais il me semble qu'on dit le X, on dit Xie, donc c'est Xian. Donc on va dire Xian, donc beaucoup on va dire de plans fixes sur ces expressions faciales pour comme une étude en fait comparée de ce que l'adolescence peut dégager, de ce qui est ressenti, et tout est ressenti comme plus fortement, plus intensément, et ça on le voit bien je trouve dans Blue Summer. Donc comme je disais, pas mal comme ce que fait Sofia Coppola. Il y a aussi un attachement aux objets et à ce à quoi s'attache le féminin, donc ici du vernis, ici potentiellement du rouge à lèvres, ici du vêtement. Et ça se voit d'autant plus dans le vêtement parce que Xian, justement, qui participe à une chorale où les filles et les garçons ne sont pas habillés de la même manière, mais ont tous un uniforme, eh bien elle, ce qui est franchement pas sympa, c'est que la directrice de la chorale la met d'office parmi les garçons. Alors en fait, c'est parce qu'il n'y avait plus assez de tenues et je pense que mais comme de par hasard. Oui, voilà, bon, comme de par hasard. Et en plus, je pense parce que à la base, il y a une espèce de, on comprend un peu, une espèce de concours do ré mi fa sol la si. Et comme elle doit être moins bonne que les autres, même si je pense que c'est un peu arbitraire, sûrement parce que c'est aussi un délit de faciès. Voilà, on sent une petite humiliation du genre, elle est jugée à la fois par son physique, alors qu'elle est plutôt jolie, mais elle correspond pas forcément les cheveux courts, etc., qui font garçonne, voilà, et qui correspond pas en fait au canon de beauté en vigueur
dans un pays où la beauté c'est très important. Bah, surtout quand on regarde comment dire, ses comparses, ses copains d'école, ses copines, elles ont les cheveux très longs, un peu comme Ming-Mei, justement, le personnage de la coréenne qui va avoir... Elles correspondent plus à ce qu'on attend de l'essence, pour le dire, avec des grosses guillemets féminines chez une adolescente 15, ce qui est absurde. Oui, voilà, mais effectivement, elle se retrouve à devoir mettre, parce qu'il reste plus que ça, une tenue de garçon comme de par hasard, effectivement, comme si c'était pas voulu, même si on peut penser que de la part de qui est pas très sympa d'ailleurs, la directrice de la chorale, pendant tout le film, dès qu'on la voit, c'est toujours pour faire des remontrances à Xian, mais voilà, c'est toujours comme ça. Mais je voulais peut-être continuer sur les artifices, effectivement, il y a une mise en scène de l'artifice dans le film. Et puis quand je disais un attachement aux objets, c'est aussi à des choses qui font dans l'esprit des adolescents un peu nostalgique, un peu vintage, comme par exemple le fait que le père de Xian, il fait des photos avec un gros réflexe, et puis les photos elles sont imprimées, mises sur le mur, enfin des trucs qu'on fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont des photos sur leur téléphone et tout, même si au passage, le film est situé dans une forme d'atemporalité parce qu'on voit pas Internet, on voit pas forcément des smartphones. Enfin, tout ça, le film nous en préserve pour se situer comme dans un cadre hors du numérique. C'est effectivement le cas. Et Julie, je pense aussi que c'est aussi une manière de bien retranscrire ce qu'est la Chine, un pays qui est à la fois dans le turfu, comme on dit, quand on voit des villes comme Shanghai, Hong Kong, mais aussi il y a des villes de province qui sont des grosses villes qui ont des populations beaucoup plus fortes qu'en France, par exemple, même à Paris, mais qui sont des villes de province et où il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui y vivent et qui n'ont pas des téléphones dernier cri. Xian, en fait, elle a un téléphone qu'on pouvait voir à l'époque, tu sais, avec un clapet qui s'ouvre. Oui, comme c'était certains BlackBerry étaient comme ça. Mais on peut aussi penser que c'est un téléphone chinois, forcément, parce qu'en Chine, les téléphones, c'est surtout des marques chinoises. Mais ça peut être un téléphone récent, je veux dire. Et pareil, tout le film, en fait, nous décrit, en fait, une vie qui n'est pas à l'ère du numérique, tu l'as justement dit, Julie, mais qui peut être existante en fait à notre époque en Chine, parce que la Chine c'est un pays énorme et que il y a des disparités au sein du territoire entre différentes régions, différentes villes. Et mais on sort même de la ville et on le comprend très bien d'ailleurs, parce qu'il y a un personnage qui apparaît dans le film qui est l'amant de Ming-Mei et qui lui a beaucoup d'argent, roule dans une grosse bagnole et fait l'étalage de ça, et on comprend très vite qu'il y a une scission entre les deux, et dont on ne verra pas plus d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas, enfin il y a un moment où il les emmène dans un restaurant qui ressemble à un restaurant français, d'ailleurs ça m'a fait rire dans la déco, comme si aller au restaurant comme ça c'est vraiment montrer que t'as de l'argent, mais voilà, à part ça et la voiture, on ne voit pas vraiment ce qu'est l'autre monde en fait, même si la mère de Xian elle est médecin, donc je pense plutôt aisée, elle vit pas non plus dans un immeuble qui montre ça, mais sûrement parce qu'il vit aussi en province, hein. Effectivement, peut-être que médecin dans un hôpital de province c'est pas aussi tu gagnes pas autant d'argent qu'un médecin à Shanghai, mais et pour revenir sur les photos justement, enfin ça reste quand même quelque chose de très traditionnel, en tout cas notamment en Chine, de se faire prendre en photo avec les enfants, et c'est assez marrant parce que du coup c'est toujours un peu kitsch, et là vraiment chez nous ça n'existe plus ça, hein. Dans les années 90 c'était à la mode. Moi je crois que j'ai une photo de moi d'ailleurs avec un fond chez ma mère, mais voilà, avec ce fond tu sais qui est un fond artificiel, et bah lui il en a plein d'ailleurs, le père de Xian, il a des trucs un peu délirants, et mais finalement ça pourrait complètement être de cette époque, enfin de notre époque, mais en Chine, puisque c'est une pratique qui est existante. Voilà, c'était juste pour dire qu'en fait le film joue avec une intemporalité, mais qui pourrait être en même temps celle d'un pays qui est à plusieurs temporalités. La Chine c'est un pays à plusieurs temporalités. Pour y être allé en Chine, je veux pas me la péter, mais j'avais fait Pékin, qui est pas non plus la ville la plus moderne, on va dire, même s'il y a des coins très modernes à Pékin, mais après j'étais allé dans la campagne, et effectivement bah, t'as un fossé encore plus grand peut-être qu'en France entre Paris, parce que Paris c'est une ville musée, donc voilà, et la campagne française. Oui, parce que ce sont pas non plus les mêmes échelles, mais juste pour conclure, par rapport à ce que je disais sur les similitudes entre le cinéma donc du premier film de Xian Gang et Sofia Coppola, il y a juste une différence majeure que tu as un peu abordée entre les lignes Morgan, qui est que le film, en dehors de l'adolescence, et moi d'ailleurs ça me fait toujours marrer
les résumés rédigés sur Allociné, qu'on reprend souvent pour Arrêt la caméra parce que c'est plus simple, sauf quand on estime qu'ils ne correspondent pas vraiment. Il y a des fois des résumés qui passent à côté du film, ouais. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils me font toujours marrer parce qu'au final, je trouve que les résumés sur Allociné orientent l'esprit en un sens pour qu'on se dise ensuite, une fois qu'on a vu le film, eh bien oui, le film parlait effectivement de ce qu'il y avait dans le résumé, alors que c'est pas toujours le cas. Et là, typiquement, pour moi, Blue Summer, ça parle de l'adolescence, c'est focalisé sur l'adolescence, mais c'est pas que l'histoire d'une adolescente qui découvre ses sentiments, qui aime une autre femme, c'est pas que ça. C'est aussi l'histoire d'une adolescente qui découvre que sans argent, on ne peut rien faire. Enfin, le film... Bah, c'est ça, oui. Et c'est même le principal problème du film. Enfin, c'est ça qui me fait marrer et qui n'est pas abordé dans le résumé, tu vois. Ça reste la toile de fond, mais en fait, c'est le sujet principal du film, c'est ça. Le sujet principal du film, pour moi, limite presque plus que l'adolescente. Certes, le film est de son point de vue à elle, mais le sujet principal, si on sort du point de vue, c'est l'argent, c'est le manque d'argent. En fait, c'est à travers son amour qu'elle découvre en fait le problème de l'argent, parce que effectivement, elle est amoureuse de Ming-Mei. Et il faut préciser que Ming-Mei est une descendante d'émigrés coréens. Voilà. Et d'ailleurs, ça rapproche le film d'un hiver à Yanji. C'est marrant. Non, mais c'est vrai. En peu de temps, on a vu 2 films chinois. Chinois, de production chinoise, parce qu'un hiver à Yanji, il n'est pas chinois, le réalisateur. Mais tu peux dire que c'est un film chinois, parce que tourné en Chine avec... Exactement. On a vu 2 films chinois dans lesquels des personnages principaux sont des descendants d'émigrés coréens. Oui, effectivement, c'est un peu à la mode, j'ai l'impression. Même si je ne pense pas que... Non, c'est accidentel, bien sûr. Oui, voilà, c'est complètement accidentel. Mais oui, voilà, en fait, c'est à travers son désir et son histoire d'amour unilatérale, parce que finalement, Ming-Mei, elle en joue. Elle en joue, mais en fait, elle en joue. Jamais. C'est son mode de fonctionnement avec tout le monde, en fait. Et tu le comprends vite, même avec le père. Oui, elle est uniquement, en fait, dans la séduction, parce qu'on ne lui a pas... alors, certains diraient peut-être par commodité que c'est parce qu'elle a manqué d'une figure paternelle. Bon, ça, c'est du bullshit, on s'en fout. Non, mais elle est dans la séduction parce qu'elle n'a pas... on lui a pas appris autre chose, c'est tout. Et aussi parce qu'encore une fois, le problème principal étant l'argent. Et comme obtenir de l'argent peut se faire en usant et en abusant de ses moyens de séduction, c'est comme ça qu'elle réussit à obtenir de l'argent, pas pour vivre, littéralement pour survivre, parce que sa mère ne la tolère pas. Finalement, c'est ça, c'est complètement ça, c'est que finalement, c'est via ses traits physiques qui lui sont supérieurs peut-être à la moyenne, que finalement, elle arrive à avoir de l'argent, parce que le type qui a de l'argent, je sais pas son nom, mais qui est son amant, enfin c'est plus elle la maîtresse d'ailleurs que lui l'amant, mais voilà, lui a beaucoup d'argent, mais voilà, en soi, je pense pas qu'elle soit forcément amoureuse de lui, mais même si le film maintient une espèce de flou, mais bon, on sent qu'elle a pas trop le choix, voilà, plutôt. Mais voilà, c'est pas grave de savoir si elle l'aime ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment une manière de fonctionner qui est pour elle une question de survie, c'est ça que je voulais dire. Mais en plus, sa mère qui la rejette parce qu'elle a fait des photos. D'ailleurs, le film, on voit la première fois Ming-Mei, c'est sur une photo prise par le père, où en fait il y a un chewing-gum sur le décolleté. Elle gratte, tu sais, Xian, et c'est la mère qui après remet un chewing-gum parce qu'elle veut pas voir le décolleté de sa fille. Tu comprends que elle rejette ça, et d'ailleurs c'est elle qui a insisté pour qu'elle fasse des études d'hôtesse de l'air parce que c'est plus noble. Oui, comme si elle voulait la remettre dans un droit chemin, alors que elle sait bien à quel point c'est compliqué, en fait. C'est ça, mais voilà, donc le film vraiment traite de sujets sociaux à travers un récit intime de naissance de l'amour chez un personnage féminin et lesbien, du coup. Et à travers une esthétique éminemment poétique, oui. Puisqu'on n'est pas du tout dans quelque chose, on n'est pas dans de la photo froide ou un côté... je sais pas comment dire, c'est pas Ken Loach, quoi. J'ai l'impression à chaque fois de dire c'est pas Ken Loach pour dire que c'est quelque chose de bien, mais bon. Non, mais ça fait du bien en vrai de voir du cinéma social qui passe pas par une structure ou parce que comme on a dit, c'est un film social qui se déguise derrière un autre genre de film, et surtout par une esthétique qui effectivement n'est pas une esthétique du cinéma social post Dardenne, ou Ken Loach, et c'est aussi parce que c'est du cinéma chinois certainement, et que ces dernières années le cinéma chinois était très esthétique
esthétiques, notamment Bigan, Hubo qui est décédé, mais Elephant Sitting Still. Et c'est peut-être pour ça aussi, Morgane, que... Attends, j'ai plus le nom. Jason Kay, pardon, cherchez. Oui, non, t'inquiète pas. Non, j'allais dire, c'est peut-être aussi pour ça que c'est un cinéma qui fait florès parmi un certain public et une certaine critique, parce que c'est un cinéma qui attache énormément d'importance à l'image. Univers Yanji, c'était pareil. C'est-à-dire qu'on avait Quand je dis l'importance à l'image, c'est que finalement, ces films reprennent toujours plus ou moins les mêmes codes, mais moi, je ressens jamais de lassitude. C'est-à-dire que quand je dis même code, je vais caricaturer. C'est comme le lac aux oies sauvages, par exemple. Il y a du néon. Ah oui, j'avais oublié Diao Yinan, ouais, effectivement. Il y a du néon, ou alors des couleurs pastel, ou alors c'est beaucoup de jeux, en fait, de lumière, de couleurs, et même au niveau des cadrages. Il y a quelque chose, ces films se distinguent entre eux, mais c'est toujours des jeux avec des couleurs. Et je sais pas, c'est à la fois peut-être un peu facile, et à la fois, à mon niveau, ça capte mon attention. Parce que, je vais reprendre l'exemple de Kieslowski, 3 couleurs bleues. Le bleu a une signification dans 3 couleurs bleues. Politique. Voilà, c'est pas juste l'idée de prendre du bleu, c'est pourquoi il y a du bleu, pourquoi il y a certains éléments bleus, comment ils s'articulent entre eux, qu'est-ce que ça veut dire l'émotion du personnage. Dans un film comme celui-là, c'est dans Blue Summer, en revanche, c'est quasi uniquement esthétique, c'est pour faire joli. Mais, je trouve, il y a une intention, mais elle n'est pas aussi forte, elle n'est pas aussi signifiante que dans notre film. Mais pour moi, c'est pas grave, parce que je suis embarquée dans cet univers malgré tout. Ouais, pour moi, il y a quand même une espèce de sensorialité qui naît de ça, qui en fait nous te met dans l'intime du personnage féminin. Effectivement, le bleu qui déborde, c'est la sensualité, c'est l'innocence aussi, puisque en fait, ça pourrait être du rouge et du rose. C'est l'aquarium. Pourquoi pas, mais souvent la sensualité, c'est le rouge ou peut-être le rose. Le rose, parce que par rapport à l'imagerie porno, voilà. Tout ce qui est complètement à l'opposé de ce film-là. Oui, mais si on regarde Pink Weiga, effectivement, voilà. Il y avait un peu une esthétique rose, qui est le film érotique, le roman porno japonais. Mais bon, là, le film n'est pas du tout érotique d'ailleurs, mais il y a des désirs qui sont, en tout cas, qui font naître une érotomanie, entre guillemets, des désirs non, mais sexuels. Il y a des gestes, il y a des gestes tactiles, il y a du toucher. Je veux dire, on est dans la poésie, mais on n'est pas juste dans deux personnes qui se regardent en chien de faïence. C'est ça, mais le bleu, en plus, qui n'est pas forcément aussi une couleur de l'été, qu'on associe plutôt au jaune, alors que effectivement Blue Summer se passe pas forcément que dans l'été, mais on comprend qu'il y a en tout cas une pause un peu estivale dans le film. Après il y a une partie plus hivernale, mais voilà, c'est ce bleu qui est un peu de l'entre-deux en fait, et qui correspond aussi au personnage de Xian, qui est dans un entre-deux de l'âge en fait. Donc pour moi ça a quand même une explication, même si effectivement c'est peut-être un peu plus gratuit que chez Kieslowski, qui a un grand projet du bleu. Mais encore une fois, je le vis pas comme quelque chose de néfaste au projet, parce que ça fait partie, ça constitue un univers. Mais après, pour moi, le film il est bien, mais il manque peut-être d'originalité dans son rapport, notamment. Je pense que ce qui est le plus intéressant dans le film, peut-être, c'est le drame qui se joue, pas le drame, le côté social, le drame social, entre guillemets, je pensais à drame social, qui se joue derrière, plus que la relation entre, les désirs naissants de Xian, l'amour à sens unique. Puisqu'on l'a déjà vu, et il se passe pas forcément par une imagerie nouvelle, par des idées nouvelles. Ça reste quand même globalement toujours, autour du même procédé, même de mise en scène, beaucoup de gros plans, etc. C'est vrai que c'est la relation entre Xian et Ming-Mei se renouvelle pas forcément. Le genre d'image auquel on est confronté est peut-être un poil répétitif, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Donc je comprends complètement ton ressenti, Morgane. Peut-être même pas forcément la répétition, mais même ça reste vraiment qu'à ce niveau-là, et voilà, c'est tout. Et en même temps, c'est pas grave, parce que je peux comprendre que c'était comme on l'a dit, c'était une histoire prétexte à une autre, et du coup, ce qui fait que malheureusement, il y en a une qui prend le pas sur l'autre, et c'est le plus intéressant, et du coup, le film fait que des moments où je m'ennuie un peu plus que d'autres, mais c'est pas grave, le film était charmant, et pour un premier film, c'est honnête. Voilà. Oui, et puis c'était mignon aussi. C'est bizarre de dire d'un film qui peut être mignon, mais
mais là, vraiment, je me suis sentie enfermée comme dans un cocon avec une chenille qui va devenir un papillon. Enfin, oui, ça, c'est une belle image. Puis le film dure 1h30, donc finalement, voilà, il n'en fait pas trop, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, ça reste quand même à voir parce que dans le regard sur l'adolescence, dans l'esthétique, dans ce que ça dit aussi de la Chine contemporaine, de la difficulté pour les femmes d'y exister. C'est-à-dire que soit on est masculinisé et on est réduite à une moins que rien ou à une pisseuse. La manière dont la surnomme, dont Chienne est surnommée par son père. Ou alors, de l'autre côté, on est forcément la prostituée de service. Voilà. Et il faut pas sortir, il faut pas mettre des débardeurs trop courts. Et il n'y a pas moyen d'avoir de l'argent, mais du coup, on meurt de faim. Donc, c'est un peu le paradoxe. Soit d'un côté, t'es trop la garçonne, soit d'un côté, t'es la guillemets putain. Enfin, voilà, c'est ça. Et le film, à travers son histoire d'amour avorté, montre ça aussi. Donc, moi, il y a un discours là-dessus qui m'a touchée. Là encore, vu qu'on est dans un premier film, j'ai hâte de voir ce que la réalisatrice, et je vais retrouver son nom, Xian Gang, va nous proposer par la suite. Ouais, on va faire attention en tout cas quand elle fera son prochain film, son deuxième film. On passe au film suivant qui est donc Une famille de Christine Angot. Autrice d'une vingtaine de romans, Christine Angot a souvent inspiré le cinéma. Ainsi, son roman Pourquoi le Brésil a été adapté en 2004 par Laetitia Masson, tandis que Catherine Corsini a porté à l'écran en 2018 Un amour impossible. Angot a aussi travaillé avec Claire Denis pour le scénario d'Un beau soleil intérieur, adapté notamment de ses livres Rendez-vous et Le marché des amants, ainsi que pour celui de Avec amour et acharnement. Pour ceux qui nous écoutent depuis un bout de temps, ils savent qu'on a chroniqué le film, peut-être pas dans le premier, mais dans le deuxième épisode d'Arrêt Caméra, qui est tiré de son roman Un tournant de la vie. Une famille est le premier long métrage de l'écrivain, un documentaire qui, comme son nom l'indique, s'inspire de son histoire familiale qui est particulière. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte en nous écoutant. Julie, le résumé ? Oui, donc c'est Christine Angot qui est invitée pour raison professionnelle à Strasbourg. De mémoire, c'est pour un salon littéraire avec dédicaces, bref, pour rencontrer le public, ça, ouais. Échanger avec. Passage très bref dans le film, puisque ce qui est le plus important dans Une famille, c'est effectivement, j'aimerais dire la rencontre, mais en fait, ça tourne à des confrontations la plupart du temps avec sa famille, parce que à Strasbourg, son père y a vécu jusqu'à sa mort en 1999. Et donc, c'est la ville où elle a rencontré son père pour la première fois à 13 ans. Son père qu'il a reconnu sur le tard, en fait, et où, à 13 ans, malheureusement, il a commencé à la violer. La femme et les enfants de son père vivent toujours à Strasbourg, et donc elle va se confronter à eux pour tenter de discuter et de leur faire comprendre, j'ai envie de dire, ce qui lui est arrivé. Parce que finalement, Morgane, la thèse principale d'une famille de Christine Angot, c'est que l'inceste, à partir du moment où ça arrive à une personne, c'est une affaire collective, c'est l'affaire de tous, et en particulier de la famille dans laquelle ça a eu lieu. Effectivement, c'est le discours du film, en tout cas où on s'en rend compte au fur et à mesure à travers les différentes rencontres, et notamment quand elle parle à sa mère, je crois qu'elle lui dit d'ailleurs, et aussi d'ailleurs, oui, t'as raison, à la belle-mère, que c'est pas parce que c'est arrivé à moi que c'est pas, en fait, ça n'a pas eu une incidence sur tout le monde, en fait. Oui, et que ça ne vous concerne pas, voilà. Comme un avion qui passe et c'est fini, quoi. C'est ça. Et le film, ouais, du coup, c'est une succession de confrontations, en fait. C'est littéralement des confrontations, parce que ce sont à part avec sa fille, à la fin du film, mais à chaque fois, ce sont des rapports qui sont conflictuels, mais aussi je sais pas si on peut dire conflictuel, parce qu'il y a pas tellement de conflit, c'est plutôt que Christine Angot a vécu une souffrance, alors d'autant plus qu'il y a son ex-mari qui lui est lié à une histoire d'inceste. C'est la même histoire, c'est son père qui a abusé d'elle, encore une fois, mais sur le tard, en fait, parce que je crois que la première fois où il abusait d'elle, c'était de ses 13 à 16 ans et demi, elle le dit dans le film.
Et ensuite, plus tard, quand elle pensait avoir une relation normale avec son père, finalement, il a re-abusé. Ça s'est reproduit. Voilà, il a re-abusé d'elle alors qu'elle était plus âgée. Et il y avait effectivement son mari dans la maison. Et, qui n'est pas intervenu. Voilà. Ce qu'elle lui reproche. Oui, ce qu'elle lui reproche. Et en fait, cette partie-là est assez intéressante parce qu'en fait, il y a une espèce de double psychanalyse où on se rend compte que elle le savait déjà, mais elle lui fait se rendre compte des choses à son ex-mari, puisque lui a été aussi victime d'abus. Et en fait, comment il a réagi à ce moment-là avec Christine Angot et son père, c'est comme un enfant en fait qui revit lui-même son propre trauma et qui se découvre en fait impossible d'agir, parce qu'à l'époque, quand il s'est fait abuser lui aussi, il avait été incapable d'agir. Donc, ce qui à 11 ans est parfaitement normal, oui, bien évidemment. Oui, mais que quand on vit ça, et ben, quand on se retrouve face à une situation en fait similaire, le trauma ressort et en fait, même si on a 35 ans, 40 ans, on peut agir de la même manière. Et en fait, tout le film montre une famille dysfonctionnelle, mais ce que je trouve assez passionnant, en fait, c'est cette espèce d'énergie de Christine Angot à la fois à vouloir faire reconnaître, puisque, alors c'est moins le cas, comme on l'a dit, vis-à-vis de son ex-mari ou encore sa mère, encore que sa mère c'est un peu délicat parce qu'elle vit un peu dans une forme c'est pas un déni, mais elle a du mal à accepter que c'est avant tout sa fille qui a souffert et pas son problème à elle, à la mère. Mais c'est surtout vis-à-vis de la belle famille qui, pour le coup, elle a complètement ignoré Christine Angot pendant plus de 30 ans, sous prétexte qu'elle n'avait pas le point de vue, la position du père, puisque lui était dément à ce moment-là quand Christine Angot a révélé ça à sa famille, mais aussi au public, puisque à travers ses livres. Et donc, effectivement, dans la confrontation avec la belle-mère, qui arrive d'ailleurs très tôt dans le film et qui est assez violente, il y a aussi toute cette partie-là qui se rejoint avec la partie, le traitement de public de Christine Angot par la critique littéraire, par aussi les médias. Et il y a une espèce de, je vais pas dire une revanche, mais il y a quand même une manière elle a été salie et de plus être salie en fait dans le film. Et je trouve ça assez fort. C'est vraiment cette puissance qui fait que, il y a une forme de beauté en fait dans ce film, quoi. Oui, les choses ont pas mal changé. Alors, moi, je trouve que ce documentaire, Une famille, fait très cinéma-vérité, c'est-à-dire on voit des choses. Enfin, moi j'étais devant, ça m'a impressionné. C'est même plus cinéma... Désolé, je te coupe, cinéma-vérité, mais c'est même cinéma direct, quoi. Oui, il y a un moment où on a l'impression que... parce qu'en fait, c'est des scènes qui, quand elle rentre dans la maison de la belle-mère, y a pas de... C'est pas refait, c'est pas une reconstitution, c'est vraiment non, en fait c'est toujours en une prise. Voilà, quoi. c'est assez fort. Pour parler concrètement, quand elle va chez sa belle-mère, alors déjà on sent l'émotion en elle parce que ça monte en elle et on la voit à la caméra où elle dit que, enfin, je veux dire, on sent une forme d'agitation émotionnelle qui est tout à fait naturelle dans ces circonstances-là. Et comme sa belle-mère ne veut ni lui parler parce qu'elle n'a pas reçu ses appels, c'est-à-dire que Christine Angot est assez agitée, mais il faut aussi remettre le contexte que tu as déjà abordé, Morgane, qui est que quand on y pense, c'est une écrivaine qui, sans faire de l'autofiction, a parlé. Moi, j'ai pas lu ses livres, hein, pour le coup. J'ai déjà lu des passages, mais j'ai jamais lu complètement ses livres à Christine Angot. Mais elle a fait de l'autofiction, mais par rapport à l'abus qu'elle a vécu, c'était plus que de l'autofiction, en fait. Oui, non, mais bien sûr, c'est ce qui lui est arrivé, tout simplement. Et donc, elle en a parlé. Elle n'a pas reçu de soutien ni de sa famille, ni de... Enfin, quand je dis sa famille, je parle de ses ascendants, pas de ses descendants, pas de sa fille. Oui. Elle n'a pas reçu de soutien de la part de ses ascendants. Elle n'a pas reçu non plus de soutien de la critique. Au contraire, la critique l'a enfoncée. J'y reviendrai plus tard. Au début, pareil pour tout ce qui est médias au début, sauf peut-être quelques médias, mais bon, ça c'est du détail. Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'on a chez une femme qui a subi un inceste une accumulation, non pas de haine, mais de ressentiment, et qui est parfaitement compréhensible, à cause de la solitude qu'elle a ressentie, la solitude double. Premièrement, ce qu'elle a subi. Deuxièmement, le fait de ne pas être crue, et par des milliers et des milliers de gens, hein, à la fois par les quelques personnes qui composent sa famille et
les milliers de gens qui ont eu accès à ses écrits, ses ouvrages, etc. Donc là, en fait, quand elle arrive chez sa belle-mère qui refuse de lui parler, qui refuse de répondre à ses coups de téléphone et qu'elle bloque la porte, pour moi, c'est vraiment ce geste-là est symbolique de tout ce que les gens lui ont imposé depuis qu'elle a commencé à l'ouvrir, en fait. Donc, depuis le mi-temps des années 90, ça commence à faire un bout de temps, là. Enfin, Ça fait 30 ans, ouais. Ouais, tu te rends compte, ça fait 30 ans que ça macère chez elle. Et là, en fait, elle s'est posée. Elle est une victime d'inceste, mais là, quand elle a posé son pied comme ça dans cette porte, pour pas qu'elle se referme et pour qu'elle puisse rentrer avec la caméra, enfin, il y a vraiment une force. Je crois que rien que d'en parler, tu vois, ça fait un peu d'émotion parce que le film est émotionnel, mais il y a une force chez elle. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort, en fait, tu vois. Enfin, je veux dire, le courage qu'il faut pour avoir fait ça, pour dire à sa belle-mère, bah non. Là, tu peux pas me dire non. Tu es obligé d'affronter ce que j'ai vécu parce que c'est aussi ton affaire. Et voilà, elle fout son pied en plein milieu. Et l'autre, bah, elle est comme une conne. Pourquoi ? Parce que on voit très bien que c'est une bourgeoise, on le voit, les lambris, les le plans, canapé. c'est marrant parce que c'est pas fait exprès parce qu'elle la filme dans son canapé, mais c'est littéralement des plans qu'on pourrait voir dans un film pour montrer la bourgeoisie d'un personnage avec le gros tableau à l'arrière. Mais genre chez Haneke, par exemple, mais voilà, tu vois, ça fait Haneke en vrai. Et puis elle est habillée, on dirait qu'elle a un costume parce qu'elle est habillée comme une bourgeoise alors qu'elle pourrait elle était chez elle. Voilà. Elle pourrait être dans une tenue un peu comfy, comme on dit, confortable. Et non, elle est très bien habillée et tout. Voilà, et c'est ça qui est vraiment, je trouve que c'est une des séquences les plus fascinantes que j'ai vues au cinéma, là, 2024. Bon, l'année n'est pas finie, mais quand même, c'est assez notable. D'ailleurs, au passage, c'est d'autant plus notable que j'étais pas partie pour le voir, ce film, parce que je me disais, bon, ça va rien m'apprendre spécialement, mais quand même, ça apporte pas mal de choses. Et donc, cette séquence où on voit aussi, donc, encore une fois, ce milieu, cette espèce d'intérieur bourgeois, tout est embourgeoisé, l'espace, le canapé, les objets, jusqu'à la coupe de cheveux de la belle-mère et cette espèce de peau trop bronzée qui a trop subi les UV. Enfin, tout est extrêmement bourgeois, y compris jusque dans sa réaction quand la porte est bloquée et que, en fait, elle n'ose pas dire « bah non, hors de ma maison ». C'est-à-dire qu'au final, elle lui ouvre parce qu'elle est bourgeoise, parce qu'elle est bien élevée, et que là, elle se dit je n'ai pas le choix, il faut que je m'adapte selon les convenances. Alors, ce que je dis, c'est inconscientisé complètement, enfin, si je peux employer ce néologisme, mais on sent qu'elle fait ça parce qu'elle a été, entre guillemets, bien éduquée, et que cette ouverture-là, en apparence, c'est complètement factice, parce que tout ce dont le reste de cet entretien témoigne entre la belle-mère et Christine Angot, c'est à quel point la belle-mère est fermée et à quel point elle ne comprend rien. Et c'est vraiment ce qui est fascinant dans une famille, hormis avec sa propre fille. Christine Angot, elle se heurte au mur des gens qui ne veulent pas concevoir ce qui lui arrivait, parce qu'ils savent ce qui lui arrivait. Elle l'a écrit partout, elle l'a dit, donc ils le savent. Ils peuvent pas dire « je ne suis pas au courant », peu importe. Bon, enfin, ils peuvent dire peu importe, mais je veux dire, ils peuvent pas dire « on savait pas », ils le savent, c'est partout, bref. Mais ils ne veulent pas le concevoir. Et comme ils ne veulent pas le concevoir, Christine Angot, non seulement elle est obligée de le dire, de le répéter, mais elle est en plus obligée de faire la pédagogie de ce qui s'est passé. Et dans la pédagogie qu'elle fait, on est vraiment, pour moi, dans un cadre intime qui montre, comme ça, en quelques minutes, pourquoi en France, il y a un problème avec l'inceste et la manière dont on traite les enfants. Enfin, je veux dire, il y a quoi ? C'est 3% en fait des affaires d'inceste où le coupable est condamné. C'est pas normal. Et 3%, quand on... ouais. 3%, enfin, 3%, c'est ridicule, c'est absurde, c'est n'importe quoi. Parce que souvent, il y a une tradition de ça reste dans la famille et, et on traite ça... C'est ça, c'est un vrai scandale de société. Et quand on voit comment Christine Angot, face à ses ascendants, ne parvient pas à leur faire entendre ce qui s'est passé, elle ne parvient pas à obtenir gain de cause, on comprend en fait pourquoi les choses dans ce pays se passent comme ça. On traite très mal les enfants, quoi. En fait, c'est assez marrant comment l'intime de Christine Angot
devient une espèce de vérité sur comment... Vérité collective. Mais en fait, c'est un peu tout... Alors, je n'ai jamais lu Christine Angot, voilà, la honte, peut-être. Mais en tout cas, je connais assez Christine Angot, notamment pour avoir vu certains films adaptés de ses œuvres, et puis pour m'être un peu intéressé au personnage ensuite, parce que justement, j'avais vu Un amour impossible de Catherine Corsini, et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ce qui lui est arrivé, et du coup, j'avais un peu lu, et puis j'avais regardé des interviews, et puis en tant que personnalité, elle m'a toujours fasciné, parce que justement, a toujours lutté, elle a toujours gêné les gens, j'ai l'impression, et en même temps ça m'étonne pas, elle dit des choses qui sont une vérité qu'on n'a pas envie d'entendre, et forcément ça fait grincer des dents, notamment le vieux monde qu'on peut dire, hein. Souvent, non mais c'est vrai, on regarde dans le film, c'est quasiment que des personnes plus âgées qu'elle, sauf sa fille donc, mais ça se passe généralement mal avec les personnes plus âgées qu'elle, parce qu'ils ont du mal à accepter ce qui se passe, mais ça c'est dans il faut aussi dire, pardon Morgane, comme ils ont du mal à accepter, comment ils se défendent? Ils se défendent à chaque fois en lui parlant de son caractère à elle. Et quand je dis son caractère, de ses propres traits de caractère, comme si c'était un sujet. Oui, ils vont lui dire qu'elle est agressive, voilà. Etc. Et forcément, quand on est agressif, on n'est pas crédible ou je ne sais quoi. Et, ou alors, dans sa manière d'écrire, apparemment, je ne connais pas forcément le style de Christine Angot, mais je sais que son style, c'est pas un style à la Marcel Proust, c'est un style beaucoup plus peut-être simple, mais peut-être plus direct. Et forcément, c'est pas de la littérature qui fait entre guillemets grande littérature, et à ce point de vue c'est aussi une manière pour les critiques à l'époque, notamment et j'ai regardé, hein, parce qu'après le film je me suis demandé jusqu'à quand en fait Christine Angot était jugée comme une mauvaise écrivaine il y a encore quelques années, notamment pour le livre Le tournant de la vie, qui a ensuite donné le film Avec amour et acharnement. Il y avait Le masque et la plume qui crachait, mais j'ai lu les avis, ça c'est même plus la critique de la littérature, on crache sur la personnalité de Christine Angot, et c'était il y a pas si longtemps que ça. et donc voilà, en fait il y a une manière assez impressionnante de comment Christine Angot, depuis les débuts, en fait, on s'en rend compte, moi en tout cas en regardant le film, mais je pense que d'autres s'en étaient déjà rendus compte avant, mais là le vent est en train la roue est en train de tourner peut-être pour Christine Angot, parce qu'on a changé, la société a changé, et tant mieux, mais voilà, que ça a toujours été une écrivaine et aussi une personnalité qui a été un peu pionnière, avant-gardiste en fait sur ça, sur la manière dont il faut regarder en fait ce qui ne va pas dans notre société depuis des décennies, voire des centaines d'années. L'inceste, c'est pas un truc générationnel, c'est un vieux truc, quoi. Enfin, si on lit des livres, des romans, des vieux romans, il y a souvent des histoires d'inceste, donc voilà, c'est pas un truc de notre époque moderne. Et le fait qu'elle ait mis ça à l'écrit à travers son histoire personnelle, et que ça ait gêné, et que même, le pire, c'est justement le sommet peut-être du film, c'est de voir ça, et d'à côté d'avoir les images d'archives de Ardisson et Baffy qui sont abjects. On le sait, c'est des gens qui ont toujours été abjects, c'est leur style à eux, mais il y a des limites de la décence, et là de revoir ça, ces images avec je sais pas de quand elle date, peut-être des années 2000, avec 15-20 ans d'écart, on se rend compte de l'horreur du truc, quoi. Mais ça a toujours été comme ça, et le film en fait met vraiment la lumière sur ça, en fait, et je trouve ça assez passionnant comment toujours de l'intime, et c'est révélateur de ce qu'a toujours été l'œuvre de Christine Angot en termes d'écrit, et devient quelque chose de plus général, et c'est assez puissant. Il y a une autre chose qui m'a pas mal fascinée aussi, en dehors de la force que dégage Christine Angot dans le film, c'est comment elle a été capable, en plus de ce qu'elle a vécu, de, disons, théoriser son propre vécu. C'est-à-dire que il y a beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions dans le film, mais il y a aussi beaucoup d'intellectualisation ce qui n'est pas du tout négatif, bien au contraire, parce qu'on sent que c'est ce qui lui fournit les armes pour s'opposer au déni qui est représenté de manière totalement édifiante par sa belle-mère, mais aussi par sa propre mère. Même si sa mère, on sent qu'elle fait un certain chemin. Elle fait un travail, même à l'intérieur du film, en fait. C'est ça. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça permet de voir comment un individu
qui part d'un certain mode de pensée, arrive à un autre, qu'est-ce qui le fait changer, par quoi il passe, quelles émotions, quelle tergiversation même, j'ai envie de dire. Et je trouve ça... Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez passionnant. Après, il y a aussi une autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est que, de toute façon, voilà, le film, on en dit beaucoup, et je pense que pas mal de gens qui nous écouteront ne l'auront pas vu, mais dans tout ce qu'on dit, on a beau parler d'émotions, je trouve que ça suffit pas à comprendre ce que le film retranscrit comme émotion. C'est-à-dire que même si, ce que je veux dire par là, c'est que même si avec Morgane on en dit beaucoup, ça vaut le coup de le voir, je trouve. Ah oui, il ne faut pas se contenter de nos mots. Non, mais je veux dire parce qu'on se dit... On pourrait se dire, vu ce qu'ils en disent, je sais déjà de quoi parle le film, ça sert à rien de le voir. Non, moi je pense que c'est une très très bonne idée de le voir. Et justement, pourquoi je dis ça, c'est que sur la fin, il se conclut par une séquence que j'ai trouvée pleine d'optimisme, pleine d'espoir, puisque il y a vraiment un changement de paradigme au niveau de la nouvelle génération, qui est là catalysé chez sa fille, Léonore, qui lui dit tout simplement qu'elle est désolée de ce que sa mère a subi. Et on sent que sa fille, elle, se sent pleinement impliquée dans ce drame, pleinement solidaire de Christine Angot, et qu'elle trouve ça ignoble. Et sa réaction est complètement normale, naturelle. Enfin, je veux dire, on sait qu'elle a digéré, conçu ça, que pour elle, c'est vraiment quelque chose qui existe, qui a une réalité tangible, là où finalement, pour la mère et la belle-mère, c'est comme, en fait, si c'était la réalité d'une personne, mais pas une réalité totale ou... En fait, c'est comme si c'était pas une réalité objective. Et c'est ça qui est absolument ignoble dans leur conception. Donc après, voilà, pour son ex-mari, c'est une situation qui est encore à part, vu que, comme on l'a dit, lui-même, il a été agressé quand il était enfant. Je veux dire, 11 ans, on est un enfant, quoi. Mais voilà, vraiment, on sent, en fait, aussi, rétrospectivement, après avoir vu cette fin, un hiatus entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et vraiment, je trouve que ça laisse augurer de très bonnes choses. Et puis, comme tu dis, à la fin, c'est vrai qu'il y a ce moment où elle est avec sa fille, et c'est pas étonnant qu'elle termine là-dessus, parce qu'en fait, enfin, elle a une famille fonctionnelle à travers son rapport avec sa fille. Elle n'est plus seule, parce que avoir une famille, c'est ne pas être seule aussi, c'est ne plus être dans une forme de solitude. Et c'est une très belle fin. Moi, le film, je l'ai beaucoup aimé. Il y a peut-être des réserves, notamment sur la forme, parce que le film, par moment, est tellement, en fait, à la fois riche, plein d'images de nature différentes qui se mêlent entre elles. Et, il y a des archives, il y a où on voit Christine Angot s'occuper de sa fille. À plusieurs années de sa vie en plus, s'occuper de sa fille, ou alors avec son nouveau compagnon, etc. Et tout ça s'entremêle, et il y a par moments des moments où on a une sorte de flottement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais du flottement, voilà. Et on cherche plus à comprendre ce qui se passe que à vraiment être impliqué dans le récit, tu veux dire. Dans un récit qui reste quand même un récit d'émotions pures, on va le dire, même si, comme tu dis, il y a de l'intellectualisation par Christine Angot, et elle fait de la pédagogie en même temps dans le film, c'est ça qui est assez fort de par son intellect, mais voilà, il y a peut-être des moments qui m'ont un peu perdu, mais le film au final et d'une force qui, en tout cas, si on peut dire un film qui est un film coup de poing, pour le coup, je pense qu'Une famille, c'est un film coup de poing, même si je n'aime pas cette phrase. Non, mais c'est vrai que c'est un projet qui est assez marquant. Et moi, en fait, spontanément, voilà, je l'avais dit, j'avais pas spécialement envie de le voir, parce que avant d'y aller, j'ai pas pu m'empêcher de me demander un film sur l'inceste, à quoi bon. Enfin, oui. Je le reconnais. En fait, j'ai été présomptueuse. Enfin, intérieurement, voilà, je me disais qu'est-ce qu'il va apporter, qu'est-ce que ça va faire de plus. Et je trouve, comme je le disais, que Une famille apporte énormément, parce que, encore une fois, on est dans la tête
des gens qui ne reconnaissent pas l'inceste, enfin tout simplement quoi. Et puis c'est dans la continuité de ce qu'a fait à l'écrit, c'est-à-dire de son travail. En fait, c'est vraiment dans une suite logique et finalement c'est même pour ceux qui ont déjà lu, en fait, je le dis pour ceux qui ont déjà lu Christine Angot, qui connaissent son histoire, c'est pas, enfin je veux dire, il y a un intérêt aussi à voir ça. Alors c'est déjà au-delà parce que le film est bien, mais aussi parce que du coup il y a une sorte de continuité, parce qu'elle a raconté son inceste, mais là elle confronte ce qu'elle a vécu à des personnes avec qui elle n'a pas eu l'occasion de confronter, ou alors avec des personnes qu'elle rencontre tous les jours, comme sa mère, mais qui du coup a fait un travail sur le long terme. Et voilà, donc franchement, chapeau, pour un premier long métrage qui est un documentaire, c'est d'une très grande qualité en tout cas. On a fini avec les films de salle, et du coup on va passer pour un grand retour de la VOD-SVOD avec un film d'un grand réalisateur, Michael Mann, avec Ferrari. 7 ans que nous n'avions pas vu de film de lui. Après Manhunter, Heat, Miami Vice, il y en a eu d'autres. Et le dernier, donc, Hacker, voici Michael Mann, non pas au cinéma, mais sur Prime Video, puisque Ferrari n'est pas sorti en France sur nos grands écrans, ce qui est dommage. Je crois qu'on est d'accord là-dessus, Morgane. En tous les cas, c'est toujours un peu dommage de découvrir des films de cinéma, on va dire, sur un écran de télé via la plateforme. Quoi qu'il en soit, nous l'avons vu, donc un casting imposant pour ce biopic de luxe, avec Adam Driver en cheveux blancs, Patrick Dempsey en cheveux encore plus blancs, mais aussi Penelope Cruz ou encore Shailene Woodley, que à titre personnel j'étais assez contente de retrouver. Entre la vie intime d'Enzo Ferrari et la passion des courses, que vaut le nouveau cru de Michael Mann? On en parle juste après ton résumé, Morgane. Bien sûr, alors c'est l'été 1957, derrière le spectacle de la Formule 1, l'ancien coureur Enzo Ferrari est en crise. La faillite menace l'usine que lui et sa femme Laura ont construite à partir de rien 10 ans plus tôt. Leur mariage instable a été ébranlé par la perte de leur fils Dino 1 an plus tôt. Ferrari a du mal à leur reconnaître son fils Piero avec Lina Lardi, donc son amante. Pendant ce temps, la passion de ces pilotes pour la victoire les pousse à la limite alors qu'ils se lancent dans la périlleuse course de 1000 km à travers l'Italie, la Mille Miglia. Alors, il y a peut-être une chose que j'ai aimée dans l'approche, on va dire, du biopic, c'est qu'on n'est pas dans le Wikipédia avec, disons, une personnalité, ses dates, ses événements marquants, et puis voilà, le film il va se concentrer sur chacune des séquences, et on va avoir un acteur qui va être avec des effets spéciaux rajeunis, puis qui va être atrocement vieilli. Enfin voilà, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans la photo sépia. Enfin bon, ça c'est bien. Mais non, mais je veux dire, faut commencer par les choses bien. C'est vrai que le film, en tout cas, en tant que biopic, ça c'est marrant. Ça change. C'est pas un film sur une vie entière, c'est un film sur une tranche, un moment de la vie de Enzo Ferrari, mais qui cristallise, en tout cas, la personnalité que était cet ingénieur de voiture. Oui, et puis ça vaut le coup parce que, alors sur le papier, toujours, je reviendrai après sur pourquoi le film pour moi est bourré de défauts, mais disons que sur le papier, c'est bien parce que, en fait, en se concentrant comme ça sur une période précise de la vie d'Enzo Ferrari, on comprend un peu que Mann a voulu montrer, comment dire, la vie d'un homme qui, quelque part, était en conflit avec ses émotions, qui, du coup, essayait de surenchérir en étant un peu plus froid et en même temps en se jetant encore perdu dans ses passions, tout en n'oubliant pas ce nouveau fils qu'il avait, qui, certes, ne remplacera jamais celui qui est décédé, mais qui, pour lui, reste un avenir certain et établi. Bref, on comprend, en fait, je veux dire que Michael Mann s'est concentré sur cette période-là parce que c'est comme si, à travers cette période-là de la vie d'Enzo Ferrari, donc la fin des années 50, il pouvait saisir toute la complexité d'un homme qui était à la tête d'un empire automobile. Mmh. Donc pourquoi pas, mais en fait, l'exécution, je sais pas, c'était pas génial. Je sais pas comment le dire autrement, c'est-à-dire que j'ai vu le film, et puis au bout d'une demi-heure, je me dis environ, tiens, il s'est pas forcément passé grand-chose, et je regarde ma montre, ah mais ça fait déjà qu'une demi-heure le film a commencé, et puis tout au long du film, je l'ai vécu comme ça. Alors peut-être que le fait de l'avoir vu
sur Prime Video, sur une télé, donc on l'a pas vu sur un ordinateur, Morgane. Peut-être que ça a joué aussi dans mon ressenti parce que j'ai pas senti quoi que ce soit de très fort pour ce qui est des courses, notamment. Enfin, je veux dire, il y avait les voitures, le bruit des voitures. Bon, clairement, sur un grand écran, ma perception, juste pour ces séquences-là, aurait été différente, je pense. Mais le reste, grand écran comme petit écran, ça ne change pas. Alors, il y a plusieurs problèmes au niveau du film. Je pense que tu en aborderas certains, Morgane, mais moi, il y en a un qui m'a vraiment frappé. C'est que je me pose des questions sur le Michael Mann récent, pas l'ancien. Enfin, je veux dire, j'ai adoré Heat, j'ai adoré Manhunter, mais le Michael Mann récent, notamment dans Hacker et là dans Ferrari. En tant que directeur d'acteur, je ne suis pas du tout convaincue. C'est-à-dire que tous les acteurs, on ne peut pas dire que ce soit le problème d'un acteur ou d'une actrice spécifiquement. Tous les acteurs sont quasi mono-expressifs. On ne les voit pas être autre chose qu'un trait de caractère. Donc Enzo Ferrari tire toujours la tête. Penelope Cruz, on dirait toujours qu'elle va tuer quelqu'un. Shailene Woodley, on dirait que rien ne l'intéresse et qu'elle ne ressent pas grand-chose. Et qu'elle représente ce genre de femme qui est considérée comme pas pénible par des hommes parce que elle fait pas la tête, elle est pas chiante, enfin voilà quoi. Et tous les personnages comme ça semblent traversés par une seule et unique émotion. Donc comme je le disais, c'est pas un problème d'acteur, mais du coup c'est un problème de direction d'acteur et des indications qu'on leur a données. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que ça rend le film monocorde. Le problème, je dis, c'est que le film, Michael Mann, c'est un réalisateur assez minimaliste dans les émotions, les sensations. Ça a toujours été plus ou moins le cas de mémoire. Hein. C'est plutôt un cinéma. Déjà, c'est un cinéaste de film. C'est pas un cinéaste de film d'action, mais ça reste quand même un cinéaste de l'action et de l'ambiance. Et dans Ferrari, il introduit une forme de psychologie, puisque c'est un biopic qui essaye de saisir la psychologie d'un personnage, mais aussi des personnes qui l'ont entouré pour justement comprendre qui il est. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que Michael Mann, il est un peu incapable de réussir à le faire. C'est ce qui pêche dans le film, paradoxalement, alors qu'on le disait au début, pour un biopic, il choisit pas le truc typique de montrer toute la vie du personnage. Mais ce qui fait qu'il y a toujours une forme de décalage avec ce qu'on voit dans le film et le film en lui-même, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des espèces d'acteurs je vais pas dire en roue libre, mais ils en font peut-être un peu trop, j'ai l'impression. Moi j'ai l'impression d'avoir vu... Ils se rendent pas dans leur rôle, quoi. Ouais, moi j'ai l'impression d'avoir vu des marionnettes, en voilà. fait. Enfin, j'ai l'impression d'avoir assisté à un spectacle de marionnettes qui sont un peu agitées pour les besoins du propos. Mais quand je dis marionnettes, c'est pourquoi? C'est que c'est pas la marionnette au sens de Pinocchio, c'est même tout le contraire. Ce sont des marionnettes qui n'ont... et pas des acteurs qui ont une vie propre à l'intérieur d'un cadre filmique. En fait, ils peinent à incarner les sentiments et les pensées, etc. des personnages, pas parce que ils n'arrivent pas à le jouer, ou parce que... peut-être même pas parce que Michael Mann est plus un bon directeur-acteur, mais je pense aussi pour des soucis d'écriture, en fait. Le film n'arrive pas à vraiment rendre cohérent et vraiment passionnant les sentiments des personnages. Moi, personnellement, j'étais complètement sorti des intérêts romantiques ou du drame, de la tragédie qui pouvait... Alors c'est vrai qu'on peut, Morgane, je suis d'accord avec toi, je te rejoins totalement là-dessus. Moi, je n'étais pas du tout connectée émotionnellement au film à travers ces personnages. C'est même tout le contraire qui s'est passé. Voilà, c'est un peu le problème du film, parce qu'on est censé quand même sentir le poids du drame, de la tragédie qui a complètement détruit le couple Ferrari, donc la mort du fils, et d'autres drames qui ont eu lieu encore avant, et le tiraillement du personnage d'Enzo Ferrari qui est-ce qu'il doit accepter de reconnaître son fils, mais en même temps ça veut dire que il va perdre son empire parce que sa femme a une part dedans, et enfin voilà, tout ça en fait qui est censé être quand même le nerf du film, hein, le cœur du film, pardon. On
n'est jamais pris. Et en fait, moi, je trouve que le film, il est des espèces de succession de scènes dont j'ai pas d'intérêt, en fait, pendant quasiment 1 heure et quart. Le film en fait 2h10. Et là, il y a la course qui arrive. Et là, on est tout de suite plus dans l'action et je me dis, il se passe enfin un truc dans le film. Bon, il y avait aussi eu avant un accident un peu tragique de course qui était assez impressionnant d'un des pilotes de Ferrari. Il y avait ces petits moments-là, mais là, pendant le film, dans sa deuxième partie, va en fait mêler à la fois donc, la course qui dure assez longtemps, je crois plus de 48 heures, peut-être 24 heures, peut-être aussi long que les 24 heures du Mans, je ne sais plus. Et c'est 24 heures, c'est la fameuse course, les 1000 et miglia. Donc c'est 24 heures. Et pendant ces 24 heures, on va suivre à côté donc, la même histoire en fait, le dilemme du personnage principal, mais en fait entremêler des images de ça, ce qui fait que ça rend peut-être le tout plus digeste au final. Alors que pendant 1 heure avant, on n'avait que ça. Et moi, je trouve qu'il y a un vrai souci d'écriture et aussi une bonne mise en scène, puisque le film en lui-même, niveau mise en scène, c'est plus le Man de Hit ou de Collateral, voire même, enfin, c'est pas un film que j'ai adoré, mais même Miami Vice en soi, c'était un peu plus inspiré en termes de mise en scène, quoi. En fait, ce qui est compliqué pour moi avec ce film, c'est que je vois bien que Mann a essayé de faire un biopic qui se veut atypique, à la fois, comme je le disais, dans la manière d'aborder le biopic, dans ce qu'il a voulu faire et dire à propos d'Enzo Ferrari, mais le résultat est pas probant. Et alors, pas seulement parce que ça correspondrait pas à des canons de biopic ou à, on va dire, tout simplement des canons en matière de tragédie. Mais enfin, quand on veut faire sentir du tragique sans faire de la tragédie, il faut être assez solide. Et sur ses appuis, ne serait-ce qu'en matière d'écriture, de montage, d'intensité émotionnelle. Et moi, quand je sors du film, ce qui me rend perplexe, c'est que je n'arrive pas à comprendre... Vraiment, j'ai essayé d'y repenser, Morgane, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi Michael Mann a voulu, fondamentalement, pourquoi il a voulu faire un film sur Enzo Ferrari. On le sent pas. Le sent pas, voilà. Tu vois. Enfin, on peut théoriser, mais à travers le film, ça que je veux dire. On n'a pas l'impression que le sujet le passionne tant que ça. Voilà, on n'a pas l'impression que c'était quelque chose d'important, de vivant en lui. Enfin, je vais prendre un exemple d'un biopic qu'on a vu récemment, qui était génial, sur lequel on s'est accordé dessus. Tu vois très bien duquel je vais parler. Le Maestro de Bradley Cooper. Bon, moi j'ai vu Maestro de Bradley Cooper. Je comprends pourquoi il tenait à faire Bradley Cooper Maestro, pourquoi il tenait à avoir le rôle principal, pourquoi il tenait à le réaliser. Quand j'ai vu le film, ce qu'il en a fait, ce qu'il disait à travers le film, son message, j'ai compris. Je me suis dit oui, il a fait quelque chose avec, enfin, c'est normal, quoi. Enfin, en dehors de toute qualité cinématographique, il y avait vraiment une intention palpable. Alors qu'il est plus classique complètement dans sa structure, qu'il n'était pas vraiment par rapport à d'autres, mais par rapport au Man, par exemple, celui-là est sur plusieurs décennies. Enfin voilà, il y a un destin. Voilà, et là je me dis, bon, Man avec Ferrari, c'est très bien, il a fait un film un peu différent, mais à quoi ça servait de faire ça si c'est pour finalement... avoir fait un film qui est anecdotique. Je veux dire, là, moi, je m'en rappelle parce qu'on l'a vu il y a très peu, Morgane, mais dans 6 mois, ce Ferrari, je l'ai oublié, peut-être même dans 2, tu vois. Enfin, c'est pas du tout un film marquant. Il y a que quelques scènes, au final, qui m'ont un petit peu marqué. C'est la fameuse course à la fin des Mille et Miglia, parce que c'est une course où il s'est passé un drame, ce dont je n'avais pas connaissance, pas plus que toi, Morgane. Et donc, à la fin, on voit des gens qui meurent, mais dans des conditions absolument sordides. Et en même temps, même toute cette course, juste avant ce drame-là, on voit cette course qui se déroule dans des villes. C'est-à-dire, on voit les bâtiments sur le côté et ça fait bizarre. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de voir... pour ceux qui regardent des courses à la télé, c'est jamais aussi près des gens, c'est jamais aussi près des bâtiments. C'est le cas pour du vélo, Tour de France et compagnie, mais pas pour des courses de voitures. Quand on a des courses automobiles, parce que mon père est un grand fan de Formule 1, j'en ai regardé beaucoup avec lui, dans des circuits qui ont lieu dans la ville, comme notamment le Grand Prix de Monaco, il y a de la sécurité, voilà, c'est ça. Alors que là, à l'époque, il y avait juste des bottes de foin en termes de sécurité, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Ouais, et ça, on le voit. Et donc, ces séquences-là dans le Man, je les ai trouvées marquantes par rapport à ça.
Mais c'est purement accidentel. Je veux dire que c'est le contexte de ces courses qui font que ces séquences sont marquantes. C'est pas l'intention de Man qui fait que c'est marquant. Ah, d'une manière, si, parce que s'il filme ça, c'est aussi pour montrer que c'était une époque qui a été révolue. Oui, mais je veux dire qu'il dit pas plus que ça. Oui, mais qui marque un peu aussi l'inconscience de l'époque, que c'était des machines à tuer, mais qu'on s'en fichait parce qu'il fallait faire parce que il y a un but pécunier dans le film, on comprend, il va vendre Ferrari, donc il faut qu'il brille pendant la course, quitte à épuiser ses pilotes. Même si le drame n'apparaît pas, enfin c'est pas de sa faute pour le coup, le drame c'est limite la faute du pilote parce que lui voulait à tout prix briller, mais il est pris un peu dans cette double, en fait à la fois briller aux yeux de Ferrari mais aussi pour lui-même, et du coup il continue à faire la course avec des pneus qui sont quasi usés, et en fait il se passe que ça va se rompre, mais effectivement t'as raison, le côté intéressant qu'on peut trouver au film c'est quasi du accidentel, ouais. Mais tu vois, Morgane, en parlant de Ferrari, je me dis que, pareil, le fait qu'il risque de perdre son entreprise, que son empire risque de s'effondrer, à aucun moment je le vis, à aucun moment je le sens. Et là, je suis en train de réaliser que ni je le vis, ni je le sens, parce que le film a beau être peuplé de personnages, donc il y a, on va dire, l'entourage direct de Enzo Ferrari, mais il y a aussi les gens qui le conseillent, il y a les pilotes, il y a les journalistes, il y a un type de personnage qu'on voit très peu, voire quasiment pas, c'est qui ? C'est les gens qui fabriquent les bagnoles. On les voit vite fait, tu vois. Enfin, on voit les mécaniciens. Alors, on voit, on va dire, tout ce qui est technicien, mécanicien, qui s'occupent à la fois de faire des voitures lors des courses et aussi de faire, on va dire, un peu le tampon psychologique par rapport aux conducteurs des voitures, aux pilotes, je cherchais le terme. Mais on voit pas... En fait, on n'est pas dans la machine de la voiture. C'est ça qui m'a un petit peu perturbée quelque part. C'est que je me rappelle, notamment dans Hacker de Michael Mann, il y avait ce générique du début où on avait l'impression un peu de pénétrer dans la machine, tout ça. Ah, c'est toute la scène d'intro en fait de piratage dans Hacker. Ouais, qui est la meilleure scène du film. Ce qui est vrai, tu vois. Et là... On n'est jamais au cœur de la machine, on n'y est jamais vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est jamais au cœur du cerveau de Enzo Ferrari. On le voit, mais on n'est pas dedans, on ne ressent pas ce qu'il ressent, on n'y arrive pas. Et les voitures, c'est pareil. On le voit, lui, dessiner ses voitures, donc on voit l'ingénieur, on voit le concepteur, mais on ne voit pas les gens qui ont les mains dedans. On n'est pas dedans, on nous dit que ça crame, on le comprend et tout, mais on la ressent pas, cette peur du pilote. On les voit vite fait sales quand ils retirent leurs lunettes, mais tout reste brillant, tout reste en fait dans le clinquant, que ce soit les cheveux gominés de Ferrari, que ce soit les voitures rouges et absolument rutilantes. Bref, on n'est jamais dedans, et je crois que c'est ça qui manque fondamentalement à ce film. Ça manque de corps, en fait, un peu. Complètement. C'est un peu, le cinéma de Mann, ça a toujours été un cinéma un peu artificiel. Il y avait une espèce de côté un peu spectral, fantomatique dans des personnages qui sont quasi irréels, notamment dans Heat, je me souviens, une espèce de plastique tellement glacé que on a l'impression de voir des personnages qui sont déjà des espèces de cadavres qui s'affrontent. Oui, mais on ressentait la tragédie parce que il y avait cette connexion intime entre les personnages et ceux qui vivaient. Il y avait de l'émotion qui s'en dégageait. En fait, là, le problème, c'est que, et c'est pour ça que je me demande encore une fois pourquoi Michael Mann a voulu parler de Ferrari, c'est qu'il a pris un personnage qu'il dépeint comme étant extrêmement froid. Et donc, on n'a pas de compensation. On a cette espèce de plastique cher à Michael Mann, qui a toujours été très conceptuel, on va dire, très intellectualisé finalement. Mais on n'a pas, comme ça, on sent pas l'essence du personnage. On sent pas sa connexion forte avec son domaine. Alors que pourtant, paradoxalement, c'est pas ce que le film dit dans son discours. Dans son discours, le film nous dit que Enzo Ferrari, limite, il dort en passant de voiture, il rêve, tu vois, il rêve de voiture, il est intimement connecté. Voilà, c'est sa vie complètement. Son fils, il lui parle que de voiture, lui-même il échange sur les voitures avec, il lui donne après un autographe d'un de ses pilotes, bref. Tout est régi par la voiture. Même sa femme, elle est impliquée dans les voitures, vu que, comme on l'a dit, elle possède la moitié des parts de la marque et Ferrari, des usines Ferrari. Donc,
Mais cette connexion, là encore, on sent pas. En fait, voilà, le problème de ce film par rapport aux autres Michael Mann, c'est que les autres Michael Mann, il y avait une certaine viscéralité dans les films qu'il n'y a pas dans Ferrari. Non, c'est vrai. Et c'est assez marrant parce que il avait déjà fait un biopic, Ali, sur Mohamed Ali, et qui pour le coup était un film qui avait une structure classique et peut-être plus académique au final, mais je trouvais le film plus réussi parce que voilà, il avait à la fois, il arrivait à jongler entre ce qui était donc de l'ordre du biopic assez classique et des moments de virtuosité qui, j'ai l'impression, n'a pas retrouvé depuis Non, ça a disparu de son un cinéma. certain nombre de films. Et malheureusement, je trouve que Ferrari est un film un peu ringard, en fait. Je me rends compte en sortant du film, je me suis dit, ouais, ça fait vraiment film d'un vieux monsieur qui a perdu un peu le feu sacré. Et c'est pas grave, ça arrive. Hein. Bien sûr. Il est assez âgé, Michael Mann. Alors là, il va préparer Hit 2. J'espère que pour le coup, on sera dans un domaine peut-être beaucoup plus proche de ce qu'il aime. Et puis, je me souviens d'avoir vu le premier épisode enfin, on avait regardé la première saison de Tokyo Vice, la série dans laquelle il a posé son nom, mais au final, il a réalisé que le premier épisode. Le premier épisode était très bien. Très bien. Et voilà, je me dis que peut-être que là, en retournant à des choses qui sont beaucoup plus dans son champ de prédilection, il va peut-être faire le dernier grand film qu'il rêve de faire, parce que Ferrari, ce serait un peu dommage que ce soit sa dernière œuvre. Après, bon, il a déjà eu une grande carrière, c'est pas grave en soi, mais voilà, effectivement, un peu beaucoup déçu par Ferrari. Je me souviens à l'époque, en tout cas quand le film avait été annoncé, le casting, Moi, je l'attendais les à premières titre personnel. images, je me suis dit, ah ouais, cool, un nouveau film de Michael Mann, parce que Hacker, c'était pas très bien, mais en fait, finalement, c'est aussi moyen que Hacker, voilà. C'est ça, voire plus, limite. On en a terminé avec Ferrari de Michael Mann et également avec ce 35e épisode d'Arrêt Caméra. Oui, et puis bon, pour la prochaine, je pense que ce sera, Morgane, vers le 20 avril, quelque chose comme ça, 20-21 avril. On aurait aimé, et on a le temps de le faire un 36e épisode pour début mi-avril, mais je vous avoue qu'on a regardé les sorties sur 2-3 semaines, et j'aime pas dire qu'il n'y a rien au cinéma, parce qu'il y a toujours entre 5 et 10 films qui se sortent chaque mercredi, mais Morgane, on est d'accord, c'est pas très passionnant en fait. Enfin, moi, ça me fait pas très envie, quoi. Non, mais c'est surtout qu'on va pas forcément faire un épisode avec que des films américains, et il y a beaucoup de films américains. Voilà. Et j'ai pas envie de faire un épisode pour faire un épisode. Et pas faire d'épisode où on va se forcer à aller voir Godzilla versus Kong ou des trucs du genre, quoi. Et d'autant plus que juste après, en fait, c'est marrant parce qu'il y a une période un peu de plat, on va dire. Et juste après, c'est la folie. Ah, c'est le festival à réessayer. Et donc, justement, pour fin avril, on aimerait chroniquer Le mal n'existe pas de Hamaguchi. On aimerait chroniquer aussi le film Semaine Sainte, le film Civil War de Garland, le film Monkey Man de Dev Patel. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Je crois qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'on fera un épisode avec... peut-être que 100% à réessayer, je ne sais pas. Ouais, peut-être qu'on fera un épisode avec beaucoup de films qu'on a pu le faire par le passé pour rattraper le fait qu'on n'a pas fait d'épisode pendant quelques semaines. Et d'ailleurs, j'avais oublié également Riddle of Fire de Weston Rasouli. Rasouli, ouais. Bref, ça fait pas mal. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je crois qu'on a un petit programme de 5 films, là, c'est pas mal. Oui, donc il n'y aura peut-être pas de VOD, on verra. En attendant, vous le savez, mais je le redis quand même parce que ça mange pas de pain. Merci de nous écouter, de partager l'épisode si vous nous aimez, de nous dire aussi si vous aimez. Si vous aimez pas, c'est pas forcément la peine. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description du podcast. Ils seront aussi disponibles sur les réseaux sociaux. On rappelle qu'on est désormais sur YouTube si vous n'aimez pas les plateformes comme Spotify, parce que vu la manière dont ils traitent les artistes et le peu qu'ils leur donnent, je comprendrais complètement que vous en ayez assez de Spotify. Bouh, Spotify, bouh. Non, mais c'est vrai, donc je le redis, on est aussi sur YouTube. Et puis d'ici là, on vous dit bonne écoute et à fin avril. À fin avril.